Bonjour. Notre journal de l'orthodoxie reviendra aujourd'hui sur l'événement de la tenue de la synaxe de tous les primats et patriarches des églises orthodoxes autocéphales en janvier dernier au centre du patriarcat œcuménique de Chambézy, près de Genève. Le reste de l'émission sera entièrement consacré au patrimoine architectural de l'église grecque orthodoxe d'Antioche et de tout l'Orient, à l'occasion de la récente publication d'un ouvrage à cet égard exceptionnel par la richesse de son contenu et l'exhaustivité de ses illustrations, et ce, aux éditions de l'Université de Balamande au Nord-Liban, qui dépend du patriarcat grec orthodoxe d'Antioche et de tout l'Orient. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir May Davy, directrice du département patrimoine religieux, art et architecture à l'Institut d'histoire, d'archéologie et d'études du Proche-Orient de l'Université de Balamand, qui a dirigé les travaux de cet ouvrage exceptionnel. May est également chercheuse associée au CETIS de l'Université François Rabelais de Tours, en France. Notre vidéo de fin portera sur la martyria de l'Église orthodoxe d'Antioche et de son témoignage dans son milieu historique et dans le monde. Bonne émission à tous. Chambézy, Genève. La synaxe des primats des églises orthodoxes autocéphales s'est tenue à Genève du 22 au 27 janvier dernier. Elle a décidé de convoquer pour juin 2016, à l'île de Crète, le Saint et Grand Concile panorthodoxe tant attendu depuis les années 60 du siècle dernier. C'est une belle journée qui s'annonce aujourd'hui à Chambézy, à tout point de vue. Dernière journée de travail pour les primats des 14 grandes églises orthodoxes du monde. Ils se sont réunis toute la semaine dans cette petite ville au nord de Genève en synaxe. Une assemblée destinée à finaliser l'organisation d'un grand concile panorthodoxe, décider du lieu, de la date, des thèmes à aborder notamment. Le rendez-vous a été pris pour la Pentecôte cette année sur l'île de Crète, loin du lac Léman et loin des Alpes. Athenagoras voulait s'ouvrir dans le dialogue avec les autres églises, catholiques, romaines et protestantes. Mais pour représenter toute l'Église, il fallait qu'on renforce les relations interorthodoxes, qui étaient très difficiles. C'était une dynamique grâce à Athenagoras, qui a travaillé très bien avec une personne charismatique qui était le pape Jean XXIII. À Paris, la cérémonie des vœux de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France pour la nouvelle année civile 2016 a eu lieu le jeudi 14 janvier dernier à la cathédrale Saint-Stéphane à Paris. Une grande doxologie a été chantée en français selon la tradition byzantine, suivie d'un vers de l'amitié et un partage de la Vassilopita, le traditionnel gâteau de Saint-Basile le Grand, commémoré chaque année au 1er janvier. Nice, réouverture de la cathédrale orthodoxe russe Saint-Nicolas à Nice après la fin des travaux de restauration. En contemplant la vue panoramique sur la ville de Nice, on peut facilement distinguer les coupoles dorées de l'église orthodoxe russe Saint-Nicolas. Elle a été construite en 1912 par le tsar Nicolas II. Le 19 janvier dernier, fête du baptême du Christ selon le calendrier julien, cette église ouvre à nouveau ses portes à tous les fidèles chrétiens, après une fermeture de 2 ans pour les travaux de restauration. À cette occasion, la célébration est présidée par Monseigneur Antoine. Я сегодня принял участие в историческом и даже, я бы сказал, эпохальном событии для жизни Русской Православной Церкви, малом освящении Свято-Николаевского собора в Ницце. Искренне надеюсь и верю, что этот храм на протяжении еще многих-многих столетий будет исполнять самое главное предназначение, которое было ему предначертано со дня его освящения более чем 100 лет тому назад, быть домом Бога и домом многих и многих людей, которые будут переступать его порог. Publication a commencé par les glorificateurs du nom d'Antoine Nivière aux éditions Syrte, qui porte sur une querelle théologique du début du XXe siècle entre les moines russes du mont Athos. Les actes du colloque portant sur Vatican II et les orthodoxes viennent d'être publiés aux éditions de l'Institut supérieur d'études en théologie orthodoxe de Genève. Les éditions Mediapol viennent de publier « Soyons l'Église », un recueil de textes préfacé par Olga Lossky, de feu le père Cyril Argenty, une des figures spirituelles de l'orthodoxie à Marseille et en France du XXe siècle.
Le tome 3 de Questions Athanasios de saint Maxime le Confesseur vient de paraître aux sources chrétiennes dans une version enrichie de nombreuses notes du théologien orthodoxe français Jean-Claude Larcher, spécialiste reconnu du Confesseur. Enfin, 2 ouvrages richement illustrés et bien écrits de la plume de Lyubomir Mihailovitch viennent de paraître, l'un portant sur les sanctuaires orthodoxes serbes en Dalmatie et l'autre portant sur le célèbre monastère orthodoxe serbe de Žiča. Et c'est à Antioche que pour la première fois, le nom de chrétien fut donné aux disciples. Actes des Apôtres 11, 25, 26. Fidèle au dépôt de la foi, l'Église d'Antioche a développé un charisme d'intelligence des situations, qu'elle tient de sa position carrefour à la confluence des civilisations, des religions, des cultures et des langues de l'Orient. Siècle après siècle, la culture du dialogue, de l'altérité et du brassage a forgé l'identité de cette Église antiochienne et son charisme d'expression. Église du pont, en quelque sorte. Elle cherche à relier les rives et non à les opposer, à dépasser les frontalités et non à les exacerber, à relativiser les enjeux en signifiant toujours, ou d'essayer de signifier toujours, l'essentiel. En un mot, à apporter des éléments liants afin d'opérer des synthèses positives. Tension de l'unité dans la diversité, un des marqueurs génétiques de l'ADN de cette Église antiochienne, qui lui vient de son emblème originel, celui de ses 2 cofondateurs, Pierre et Paul, coryphées des apôtres. C'est cette Concordia Apostolorum, l'entente des apôtres, qui est devenue le logiciel et l'emblème de l'Église d'Antioche. Aujourd'hui, son 158e patriarche Jean X, Yazigi, successeur des apôtres sur le trône d'Antioche, poursuit avec sagesse et ténacité ce sillon historique et cette tension corrélative de l'unité dans la diversité. Ce double socle de l'unité et de la diversité est d'ailleurs parfaitement illustré dans l'exceptionnelle publication que vient de faire paraître l'Université orthodoxe du Balamand au Liban. Un travail monumental que nous devons à l'ARPOA, architecture religieuse du patriarcat orthodoxe d'Antioche, sous la direction de May Davy, mon invité. Le diaporama que nous allons voir illustre la très grande variété du patrimoine architectural de l'Église orthodoxe d'Antioche, mais illustre aussi l'ampleur et la richesse des styles, des chapelles troglodytes, des édifices en style vernaculaire en berceau et en arcade, le roman syro-libanais, le prémoderne, le syncrétiste levantin, le néo-byzantin et le grec moderne. Tout ça, c'est des styles qui s'interpénètrent et copulent ensemble, reflet de la position géohistorique et culturelle carrefour de cette Église, au confluent des cultures et des civilisations. Pour parler de cet ouvrage précieux, j'ai le plaisir de recevoir May Davy, directrice du département patrimoine religieux, art et architecture à l'Institut d'histoire, d'archéologie et d'études du Proche-Orient de l'Université de Balamand, qui a dirigé les travaux de cet ouvrage exceptionnel. May est également chercheuse associée au CETIS de l'Université François Rabelais de Tours, en France. May, bonjour. Bonjour, Carole. Alors, je voudrais qu'on commence par le commencement, quelque part, c'est-à-dire un peu autour de ce livre. Qui a eu l'idée et comment cette idée de ce travail monumental est née? Parce que c'est un travail de recensement très important, d'archéologie, quelque part architecturale, et en même temps de travail très précis, très technique, très scientifique. Oui, pour comprendre l'importance de cet ouvrage, pour nous d'abord, c'est une étape, une grande étape, on y reviendra.
Il faut connaître une date, 2004. C'est l'année à laquelle a été fondée notre équipe par l'université de Balamand. C'est suite à la demande de quelques chercheurs, dont moi-même, que ça a été fait. Donc, ARPOA, où on n'était pas encore un département, on était seulement une unité de recherche, a inauguré ce travail et qui est en fait très très ambitieux. On en avait un peu peur même au début. Pourquoi? Parce que on avait un territoire énorme qui recouvrait plusieurs pays. Il ne faut pas oublier que le patriarcat d'Antioche, il comprend l'Antiochène, donc tout le sud de la Turquie. Il comprend le Liban, la Syrie. Ce sont les deux pays noyaux actuellement. Les deux berceaux historiques. Voilà. Et il recouvre aussi l'Irak, l'Iran, et aussi d'autres pays arabes du Golfe Persique. Donc un territoire immense. Et pour parler en quantité, c'est presque 1 millier de monuments un peu partout. Il y en a dans les villes, bien sûr, c'est les plus accessibles, mais on a eu des ermitages sur les sommets de montagne, sans route d'accès, etc. Il y a des édifices connus et des édifices non connus qui étaient excavés quelque part. Voilà, on a eu des listes au départ, mais elles n'ont jamais été complètes. On ne savait pas ce que nous avions comme... Le contraire m'aurait étonné. Voilà. Donc, il fallait d'abord un recensement, certainement, mais aussi une enquête très approfondie pour comprendre comment ce patrimoine est né, il est inspiré de quoi, pourquoi il existe ici, pas là-bas. Et comme Antioche est divisée en plusieurs diocèses, on était curieux de savoir si on avait les mêmes caractéristiques, disons, architecturales ou artistiques un peu partout. Est-ce qu'il y a des caractères communs à l'ensemble du patriarcat, ou bien est-ce qu'il y avait des spécificités pour chaque diocèse. Donc on est parti de là et on a tout de suite réalisé que le projet ne pouvait pas être seulement une banque de données, des photos, des plans, mais aussi des enquêtes, une documentation écrite ou orale. Il fallait plus. On a décidé de créer une page web et de publier carrément un atlas historique, des résultats bruts qu'on avait. C'est ce qu'on peut aujourd'hui voir sur le site d'ARPOA, qui a plus de 10 ans d'âge aujourd'hui, qu'on alimente tous les jours, qu'on continue à alimenter tous les jours. Dont l'adresse est en train de passer sur le... Oui, et il y a toujours des nouveautés. Ensuite, l'autre dimension. Notre ambition aussi, c'est d'offrir ce site à des gens, à des personnes certainement donc, qui lisaient l'arabe, mais aussi que les données soient accessibles dans d'autres langues. Donc on a choisi les 3 langues principales que l'on parle dans ces pays, bien sûr d'abord l'arabe, mais aussi le français, qui est la langue de notre travail, l'anglais. L'anglais n'apparaît pas encore, ça va venir. Et pour les églises qui se trouvent aujourd'hui en Turquie, mais qui n'étaient pas turques d'origine, le site est en turc. On a trouvé des prêtres, à Mersin, nous avons un prêtre qui connaît les 2 langues, arabe et turc, donc qui nous a livré une version turque seulement des églises qui se trouvent dans la région d'Antioche. Oui, il y a 4 ou 5 gros villages, plus la ville d'Antioche. Voilà, et c'était ambitieux parce qu'on était face à des monuments de tout âge, de toute fonction et de tout état. Certains étaient en ruine. Pour certains, on avait eu recours à des archéologues. Pour d'autres, à des archéologues du monumental. Pour d'autres encore, à des historiens de l'art. Donc on n'est pas une équipe fixe, on est des équipes, c'est mouvant. Et il fallait mettre tout ça ensemble donc, pour produire l'atlas historique et donner des informations sensées aux fidèles, à nos fidèles. Et puis, on a pensé qu'il fallait absolument assortir
notre travail d'une unité de recherche fondamentale. On ne pouvait pas être seulement producteur d'informations et que voilà. Et c'est là où on s'est rendu compte que c'est un vrai travail de recherche et de longue durée, de longue haleine. On ne pouvait pas faire une recherche fondamentale aussi facilement que d'aller photographier une église et créer un atlas historique. Ouais, ce n'est pas une question de visuel, c'est une question de recherche autour de l'édifice. Le visuel était facile pour nous parce qu'on a eu un service d'information géographique fondé à l'université de Balamand qui nous a aidés donc à géolocaliser chaque information que nous avions eue a été géolocalisée. Donc, et là, on avait des cartes devant nous et c'est de là qu'on pouvait commencer à réfléchir. Et c'est ainsi que l'on s'est rendu compte petit à petit, et d'ailleurs pas seulement pour cet ouvrage, la réflexion est née en 2010, quand on s'est rendu compte que nos monuments, en fait, dans beaucoup d'endroits, ressemblaient aux monuments des autres églises voisines, dans le même village ou parfois un peu plus loin. D'autres confessions chrétiennes. D'autres confessions chrétiennes. Dans les villages à la fois orthodoxes et maronites, on avait le même monument. Bien sûr, chacun avait un petit air particulier. Mais l'aspect général et la structure surtout, c'est normal, on peut dire. C'est les mêmes maîtres constructeurs. Donc, c'est une grande famille. C'est le Proche-Orient, en fait. On n'était pas dans un pays. On ne peut pas appréhender le patrimoine antiochien si on réfléchit pays ou État-nation. Il faut toujours être dans une autre dimension. C'est une ère de culture, en fait. C'est de civilisation. Le Proche-Orient sans les frontières géographiques. C'est tout à fait normal, mais on a toujours tellement été formaté à l'État-nation. Je suis libanais, je suis syrien, le patrimoine. En fait, c'est la religion, c'est comme l'art, ça surpasse les... Ça dépasse les frontières. Voilà. Et donc ça, c'est l'importance aussi du livre, parce qu'il y a une double dimension. Il y a un travail de recensement des édifices antiochiens, du patriarcat orthodoxe d'Antioche, mais qui sont mis en corrélation avec les autres édifices religieux. Donc c'est ce que vous venez de dire, c'est comment l'interaction se fait entre ces différents groupes ethniques et religieux. Tout à fait. Donc, on a fallu encore approfondir, encore agrandir l'équipe et faire appel à des experts qu'on ne trouvait pas sur place. De l'étranger. De l'étranger. Donc, bien sûr, des pays du monde orthodoxe, comme la Grèce et d'autres pays, mais aussi des pays comme la Perse, comme donc des pays arabes. Parce qu'il y a beaucoup de caractéristiques arabes dans notre patrimoine. Et un peu pouvoir discuter. Ce bouquin, c'est le premier résultat de mise en commun. Et on est déjà encore au début, là. On n'est qu'au début, en fait. Ce que vous disiez, plus on avance, plus on se rend compte que c'est pas moi qui finirai le projet, c'est sûr. C'est quelqu'un qui va me remplacer dans quelques années. Mais c'est un travail remarquable parce que ça permet d'avoir une vision un peu globale, je dirais, et non pas segmentée ou fragmentée de ces édifices. Vous avez recensé plus qu'une dizaine, peut-être, de styles qui sont en fonction des strates et des âges. C'est les plus importants. Ça, c'est un travail extraordinaire. Mais il y en a d'autres encore. Il y a encore d'autres styles que cela. Il y a encore d'autres, parce qu'il y a un style, c'est comme c'est une recherche qui n'arrête pas. On s'est rendu compte il y a 8 mois, mais c'était trop tard pour notre bouquin, mais ce n'est pas grave, il y en a d'autres qui vont arriver, qu'on avait un style très particulier qui est typique de la Syrie et du Sud-Liban. Donc il y a comme une frontière, comme si le Sud-Liban, Jabal Sheikh, et là où il y a beaucoup de Druzes aujourd'hui, mais aussi bien sûr d'autres des minorités, comme si le Jabal Druze libanais était en continuité architecturale, pour les monuments religieux, bien sûr, je ne parle pas de l'architecture domestique, avec le sud de la Syrie, c'est normal, c'est la porte d'à côté, mais avec le centre, donc Damas et sa région. Et même, on s'est rendu compte, en lisant les travaux d'archéologie, que cette structure émanait, en fait, de ce modèle paléochrétien qui a caractérisé, sous Byzance, l'architecture orthodoxe n'était pas byzantine. Byzantine au sens de Constantinople ou des pays Balkans. Par la suite. Oui, donc le modèle, on l'appelle paléochrétien. C'est un grand mot qui englobe bien sûr il y a
des écoles pour la Syrie du Nord, la Syrie centrale, la Syrie du Sud. Mais donc, c'est ce modèle-là qui est venu donc de si loin, qui est perpétué, mais avec des structures plus modernes qui ont évolué, avec pour chaque région un petit air local. Mais l'ossature du monument est là, c'est en arcade, soit longitudinale, soit transversale, et un toit plat. Magnifique. Qu'on pouvait couvrir d'un toit pyramidal, si on veut, ou d'une coupole comme dans le Kalamoun. Ils ont des coupoles, on n'avait jamais imaginé que c'était des coupoles, on pensait, c'est des coupoles rectangulaires en fait. Eh ben, dis donc. C'est un rectangle dans un autre rectangle. Oui, oui. Et qui varie. Alors, ces modèles-là, on les a trouvés depuis Bosra, donc depuis le Horan. Le sud de Damas. Au sud de Damas, dans le diocèse qu'on appelait dans le temps d'Arabie. Aujourd'hui, c'est le diocèse de Bosra et de Horan. Qu'est-ce qu'on peut dire pour... c'est un travail de recensement, donc il y a une partie rétrospective. Mais quel est le message aujourd'hui de ce livre et de tout ce travail par rapport à une situation où les chrétiens d'Orient vivent une épreuve historique nouvelle? Pour terminer un peu sur cette question-là, de l'avenir. Le message, il vient de lui-même. C'est la continuité de l'histoire. On est en train cette idée de recherche patrimoniale est née avec la crise, la suite de la guerre civile au Liban. Où la communauté s'est retrouvée frappée d'exode, de destruction, des émigrations définitives, les gens qui ne sont jamais revenus. Donc, nous sommes des exemples. Voilà, voilà. Donc, on a fait ce travail pour qui sommes-nous? Qu'est-ce qui reste? C'est l'identité, donc. Pour une recherche d'identité. Et donc, on a trouvé des caractéristiques pour Antioche, bien sûr, mais l'envers de la médaille, c'est que nous sommes partis... Aujourd'hui, c'est une évidence, mais je vous dis que dans les États-nations dans lesquels on a été formés, on ne comprend pas cela. C'est vrai. Nous sommes partis, nous faisons partie d'un monde beaucoup plus grand. C'est ça. Et c'est à la fois le local et l'universel. Il y a des constantes, il y a des constantes qui sont là. On a beau tourner, elles sont là, les constantes. Et en soi, c'est un message d'espérance. Voilà, un message d'espérance parce qu'en contact avec les autres, en fait, on s'enrichit. C'est de la culture. Une culture fermée ne mène à rien. Oui, absolument. Sur ces belles paroles, merci beaucoup, May, d'être venue. C'est moi qui vous de cet remercie, entretien qui est très riche et de ces perspectives que vous nous ouvrez à travers ce travail qui commence d'une certaine manière encore. Oui, j'espère bien. Et merci de m'avoir accueilli. Avec plaisir, avec plaisir. Et donc, nous terminons avec cet entretien avec une vidéo spécialement faite pour cette émission sur la martyria d'Antioche qui présente un peu la profondeur historique et la projection de cette église. Et moi, je vous dis à la prochaine émission. Alleluia.
ولا ننسى بشكل خاص أخوينا المطرانين بولس ويوحنا مطرانين حلب اللي حتى تاريخه لم نعطى أي معلومة بخصوص هذا الأمر.